Et oui, voilà, il y a toujours une fin à un début, une fin, sauf pour nos âmes qui sont éternelles. Le 12e épisode, j'espère que vous avez apprécié ces 12 épisodes et vous a fait vraiment réfléchir, méditer sur le fait que vous recevez également des messages. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir écrit en dessous des vidéos comme quoi que vous avez également et vous recevez encore des messages. Il y a des personnes qui attendent que des réponses se fassent entendre, mais comme je le disais dans une précédente vidéo, il ne faut rien forcer, il suffit d'être présent, d'être, simplement être. Et normalement, nous recevons ces messages. C'est pas toujours grandiose, là, comme on pourrait s'imaginer. Parfois, c'est des détails. Mais ces détails sont très importants lorsqu'on les relie ensemble. Ces petits détails font en sorte que nous avons une réponse complète que nous attendions. Pour le 12e épisode, j'avais envie de vous revenir sur le fait du métropolis au Québec. Journée d'élection au Québec, au niveau provincial. Pauline Marois se présente pour le Parti québécois et elle deviendra la première femme, première ministre du Québec, la première femme qui sera élue comme première ministre du Québec. Et moi, je suis en thérapie due à l'agression et ça va pas trop bien à ce moment-là, mais cela ne m'empêchera pas de recevoir des messages. Je vous raconte. Alors, c'est jour d'élection. À un moment donné, il y a quelqu'un qui invite par le web, qui invite les membres du Parti québécois de se rendre au Métropolis afin de fêter la victoire de Pauline Marois parce que les sondages la donnaient gagnante. Toutefois, dans ce message, il y avait des armes. Il y avait la photo de Pauline Marois sur, vous savez, la vache qui rit, là, les fromages, mais c'était son visage. Et c'était très court comme message, mais on invitait les membres du Parti québécois à se rendre au Métropolis pour fêter. Donc, tout ça a été lancé dans la mesure où déjà quelqu'un planifiait quelque chose. Mais au-delà du message, parce qu'il y a une dame qui m'a écrit comme quoi qu'elle a reçu tout ça, et elle dit, moi, je m'en mêle pas, je suis pas très politisée, ainsi de suite. Et j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais plus que ça, j'ai senti réellement en moi, j'ai reçu le message comme quoi qu'il y aura un attentat contre Pauline Marois. Mais comment exprimer ça lorsqu'on reçoit des messages comme ça? Comment exprimer ça à des gens autour de nous? Donc, je regarde le tout et je décide d'appeler au Parti québécois. Mais comme c'est journée d'élection, ça branle partout. Tout ce qu'on veut, c'est faire sortir le vote, comme on dit au Québec, accompagner des gens qui ne peuvent pas aller voter seuls, ainsi de suite, parce qu'elles sont âgées ou handicapées, ainsi de suite. On veut faire sortir le vote, alors il y a beaucoup de travail qui se fait. Et la personne qui me parle au téléphone du Parti québécois, je lui dis, j'ai reçu des renseignements et ce soir, il va y avoir un attentat contre Pauline Marois. Mais écoutez, maintenant je me mets à la place, du mec. Je lui dis ça au téléphone. Naturellement que lui, il se dit, ouais, méchant malade. Mais je lui dis, donnez-moi votre adresse et je vais vous envoyer le tout. Il dit, monsieur, on y voit. Puis il a raccroché. Je savais qu'il n'y verrait pas
parce qu'il m'a pris pour un hurluberlu. Mais, étant donné que je n'avais pas d'énergie, mais je sentais le devoir j'appelle la police de Montréal. La police de Montréal débarque chez nous. Un agent et une agente. Je leur montre ce qu'il y en est sur mon ordinateur. Et je leur dis, ce soir, il va y avoir un attentat contre Pauline Marois au Métropolis. Naturellement que ils ont ri, pour vrai. Ils ont ri et ils ont dit, monsieur, si vous saviez tout ce qu'on reçoit comme message du genre, parce que je le sentais, je leur disais, prenez ça au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Il va y avoir un attentat ce soir. On ne fait pas un rapport pour ça. Hein. Ça va être très simple, ce qu'on va écrire. Oui, parce que là, écoute, ça n'a pas de sens. Ils descendaient les marches, parce que j'habitais au 2e à ce moment-là, et je leur disais, vous allez voir, ce soir, il va y avoir un attentat. Puis ils ont fermé la porte. Mon voisin Pierre ouvre la porte, il dit, qu'est-ce qui se passe, la police chez vous? Je dis, Pierre, c'est qu'ils ne veulent pas me croire. Ce soir, là, au Métropolis, il va y avoir un attentat contre Pauline Marois. Il dit, ah oui, qui t'a dit ça? Je dis, j'ai reçu un message et je le sens en moi, il va y avoir un attentat. Il dit, ben, on va surveiller ça. Alors, voyant que la police de Montréal avait ri de moi, j'appelle la Sûreté du Québec. Là, les 2 agents débarquent chez nous. Au moment où je leur présente ça et que je leur exprime, ils me prennent au sérieux. Ils me prennent au sérieux et le branle-bas commence. Le branle-bas commence de sorte que là, les centres de votation ferment les portes. Cela veut dire que nous sommes proches de commencer à donner les données comme quoi que tel a été élu, réélu, a été battu, et on s'en va tranquillement vers la soirée électorale de Pauline Marois au Métropolis de Montréal. Eux, ils me disent, on va geler ton ordinateur si des fois tu reçois autre chose, puis on va en sortir demain. Pas de problème. Ils ont fait des téléphones et tout. Finalement, j'écris à mes amis qui devaient se rendre au Métropolis. Je leur ai dit, n'allez pas là. Il va y avoir un attentat ce soir. Ils m'ont cru parce qu'ils me connaissent. Ils m'ont cru, ils sont restés à la maison. À un moment donné, mon ami Lise me texte, Nico me texte, et ils me disent, Pauline Marois va prendre la parole dans quelques minutes. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai été m'étendre dans mon lit, je me suis dit, j'aime mieux pas rien voir, rien entendre. Et là, je leur ai dit, je dis, moi, je ferme tout, je m'en vais me coucher. Il n'est pas question que je prenne ça en pleine face. À un moment donné, mon téléphone vibre. C'est mon amie Lise. Tu avais raison encore une fois. On a voulu tuer Pauline Marois. Ensuite, Nico, puis d'autres personnes m'ont écrit. Là, je vais sur le web, sur Facebook, mais là, écoutez, mettez-vous à ma place, là. Sur Facebook, je déclare comme quoi j'étais au courant, puis que les policiers de la Ville de Montréal ne m'ont pas pris au sérieux. Imaginez la bombe que ça a fait, de sorte que les médias se sont garochés sur moi. J'ai expliqué comme quoi que la Ville de Montréal a ri de moi, puis la Sûreté du Québec aurait fait quelque chose, patati et patata. Bref, j'ai parlé à la télévision, les journaux papier, les radios. Bref, j'étais
lessivé à la fin de ma journée et le lendemain, j'ai refusé toute entrevue quelconque des médias. J'étais brûlé, brûlé, brûlé. Toutefois, nous apprendrons qu'il y a eu des manques au niveau policier. La police de Montréal avait comme objectif de prendre soin de l'extérieur du métropolis et la Sûreté du Québec de l'intérieur. Malgré tout ce que j'ai dit, un homme, un anglophone, qui voulait tuer Pauline Marois parce qu'elle est indépendantiste du Québec, eh bien, il a eu le temps d'aller à son camion, sortir, mettre de l'huile dans une entrée, mettre le feu, retourner à son camion, mettre une cagoule, une robe de chambre. Il se promenait avec une robe de chambre. Il a eu le temps de prendre une arme, s'en aller à la porte de la rentrée des artistes du Métropolis. Il a eu le temps de faire tout ça et aucun policier n'est intervenu. Imaginez 2 secondes, et pourtant, j'avais averti, j'avais lancé l'alerte. Ben, le tueur en question, il a réussi à tuer une personne, à en blesser d'autres. Et si son arme ne s'était pas enrayée, combien de députés qui étaient là à sa portée, dont la première ministre, aurait été tuée sur place. Pourtant, j'avais averti, je l'avais dit, mais on ne m'a pas cru. Plus tard, c'est-à-dire il y a 2 ans, les personnes qui ont été blessées et qui ne peuvent plus travailler, eh bien, ils ont amené à la cour, devant le jugement, le fait qu'ils doivent être compensés des manques salariés le reste de leur jour parce qu'ils ne peuvent plus travailler à cause de cet événement qui aurait pu être évité si on m'avait écouté. Là, je vois que tout commence à prendre bas à la cour et je vois un journaliste qui rend compte dans un journal papier comme quoi que c'est parti, il faut démontrer, ils veulent démontrer que les policiers ont eu des manques au niveau des interventions. J'envoie mon dossier à ce journaliste. Je lui explique ce qu'il en est. J'envoie mon dossier aux avocats qui sont présents pour défendre. Je leur exprime comme quoi qu'ils ont le droit à des indemnisations et que je suis d'accord, étant donné que moi-même, j'étais dans un branle-bas écœurant de me remettre sur pied suite à une agression. Je comprenais ces gens et je voulais qu'ils soient indemnisés et qu'ils aillent aussi en thérapie pour exorciser tout ça. Eh bien, le journaliste m'a dit, je vous reviens. Un avocat qui travaillait avec les avocats titre communique avec moi par courriel. Il me dit, c'est hyper intéressant. Pouvez-vous m'appeler à telle heure, telle journée? J'appelle à telle heure, telle journée, puis finalement, je lui écris comme quoi j'ai pas de réponse et il me dit, effectivement, j'étais très pris, patati patata. Là, à la cour, on fait passer des gens qui étaient dans la salle, des artistes qui étaient dans la salle, mais qui n'ont rien vu, rien entendu, sauf les coups de feu, et puis se précipiter à l'arrière avec Pauline Marois et ses gardes du corps. Ils étaient là pour dire qu'il y aurait eu des manques, mais sont au courant de rien, absolument rien. Sauf que moi, je suis au courant de tout. J'ai toutes les preuves, même papier. J'ai toutes les preuves des présences comme quoi que ça a été alerté et dit. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes tout ce qui a paru dans les journaux, les radios. J'ai tout ça. Eh bien, oui. Eh bien, oui. C'est un peu comme la pédocriminalité.
aucun retour. On ne pouvait pas m'avoir en cours pour dire que la Sûreté du Québec et la police de Montréal avaient eu des grands manques. Non, non, c'est trop clair, c'est trop direct. Il ne faut pas attaquer comme ça des gens qui n'ont pas voulu croire un citoyen qui avait toutes les preuves. Mais au-delà des preuves physiques, il y avait ce message de preuve comme quoi il y aurait un attentat. Écoutez, lorsque je vois tout ça, je reçois comme message un attentat. Et je prends ce terme tout le temps avec les policiers et mes amis et mon voisin. Parce que c'est le message que j'ai reçu, un attentat. Et au Québec, des attentats, c'est d'une rareté qu'on n'est pas porté à dire un attentat. On n'est pas à Beyrouth, on n'est pas à Paris. Mais bref, pour dire que tout ça, finalement, n'a rien donné, même si j'ai reçu ce message. Et combien comme ça ne seront pas entendus. Mais ça, c'est une autre histoire, mais toujours pour vous dire que j'avais très bien reçu le message, comme quoi qu'il y aurait des tirs, des personnes qui étaient pour mourir, des blessés, mais heureusement que l'arme s'est embrayée, parce que ça aurait été un carnage d'une violence. Mais ceci dit, je termine avec une dernière histoire. Ici, je veux être très clair. Je ne veux pas de sensationnalisme. Je ne veux pas non plus nommer ce que j'ai vu, ainsi que mon coloc du moment. J'ai 24 ans. Dans un 3,5, je vis avec un coloc. Vous savez, je commence ma carrière, payer le loyer, les comptes et tout, alors il fallait que je partage les coûts. Lui, il était étudiant en architecture. Et vous savez, dans ce temps-là, c'était les grandes tables, hein, avec les dessins, puis les T, là, les grandes règles là, pour qui glissent, là, puis ils font... C'est méticuleux comme travail. Aujourd'hui, tout est fait là, sur ordi, là, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Alors, je vous ramène à mes 24 ans. Et là, et lui, on avait deux petits matelas dans le salon, parce que lui, il prenait l'espace de la chambre, comme c'était petit, pour sa table à... Et lui, ça lui prenait de l'espace parce qu'il faisait des maquettes, hein, pour voir qu'est-ce que ça va donner, ainsi de suite, visuellement. Alors, ça lui prenait de l'espace, alors il prenait toute la chambre. Nous dormions sur deux matelas dans le salon. Ce qui va suivre, je le répète, si c'est faux, Dieu m'entend. Ma grand-mère m'entend. Mon ange gardien, mes parents m'entendent, Marguerite m'entend, tous ceux qui sont en haut m'entendent. Je ne peux pas leur mentir, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas me mentir. Ce qui suit. Alors, arrive la nuit. Nous dormions et à un moment donné, en pleine nuit, comme ça, je ne peux pas vous dire l'heure, par exemple, mais c'était en pleine nuit, il faisait très noir. Une lumière extraordinaire, blanche, nous réveille. Nous dormions sur les deux matelas, là, et à un moment donné, tous les deux, en même temps, nous ouvrons les yeux. Nous regardons la lumière. Il est important que je vous dise que mon coloc, il respectait énormément ma foi, ma spiritualité. Il ne la partageait pas du tout puisqu'il était bouddhiste.
Puis pas bouddhiste un petit peu, là. Il faisait partie d'un groupe et à chaque fin de semaine, il apprenait davantage. Et puis, ils ont des prières, hein, des mouvements spirituels, eux aussi. Et puis, ils adorent aussi des statues, puis ainsi de suite, qui représentent probablement des dieux ou des gourous ou autres. Bref, pour lui, ma foi et ma base chrétienne de mes parents, puisque ma mère était religieuse avant de se marier, alors j'ai eu vraiment une éducation chrétienne et catholique, mais cette base-là, naturellement, elle a évolué, elle n'est plus ce qu'elle était, ni à ce moment-là. Sauf que j'ai gardé vraiment une base même de cette religion qui m'a été léguée par mes parents. Et lui, il n'en croyait pas, mais pas un iota. C'est pour vous dire au point que lui, il était bouddhiste. Mais il me respectait comme je le respectais. Alors arrive, on regarde la lumière blanche. Et là, il me dit à moi, il dit, « Regarde ». Et il nomme le nom de la personne qui est dans... Puis c'est tellement fort comme lumière, mais c'est même pas aveuglant. Et jusqu'où c'est allé? Comme j'étais couché, mes pieds étaient droits comme ça, j'étais sur le dos, eh bien, il m'a fallu poser mon pied comme ça pour voir cette apparition. Parce que mon pied cachait en grande partie l'apparition. Et lorsque j'ai enlevé mon pied comme ça pour voir l'apparition, mon coloc avait raison. L'apparition était là. Je ne peux vous expliquer toute la paix, la douceur, le grandiose de cette lumière, comment dire, vous savez, je prends jamais de notes, je vous parle directement, je cherche mes mots. Cette beauté, cette bonté, c'était multiplié par combien? C'était d'une grandiosité et en même temps d'une simplicité. Et mon coloc n'en revenait pas. C'est lui qui me nomme l'apparition que nous avons devant nous. Et à un moment donné, ça s'est éteint. Nous nous sommes regardés, nous nous sommes couchés, nous nous sommes rendormis. Le lendemain matin, je me suis dit, j'ai rêvé. C'est sûr, j'ai rêvé, voyons donc. Et mon coloc était déjà sur sa table à dessin pour... parce qu'il était en examen à ce moment-là. Je me lève et je lui dis, selon toi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit? Il me regarde, il me dit, tu veux rire de moi, toi? C'est ça, hein? Il ne s'est rien passé finalement. Il dit, tu veux rire de moi, toi? Je dis, c'est passé de quoi? Donc, ce que j'ai vu, que tu l'as vu aussi, puis on s'est regardé. Il dit, j'ai tout vu avec toi. Il dit, on n'a pas rêvé. C'était là, devant nous. On s'est même parlé. Oui, je me souviens de ce que nous sommes dit. Je dis même, c'est toi. C'est toi qui est même pas même près de ce que moi, j'ai comme bagage spirituel. Il était presque tibétain, lui. Donc, il m'a confirmé. Il m'a confirmé que, écoute,
maintenant, j'ai la preuve. J'ai la preuve. J'ai la preuve. Il a continué à être bouddhiste et à multiplier ses actions pour son bien-être personnel, spirituel. Mais, combien de fois par la suite, je lui ai dit, te souviens-tu, lorsqu'on se croisait quelque part, te souviens-tu? Il dit, maintenant, je sais. Et lorsque je vous parlais parfois de spiritualité dans mes vidéos, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, moi, je ne crois pas. Je sais. Je sais, simplement. Et c'est pourquoi que je ne veux jamais, vous avez remarqué, de toutes mes vidéos spirituelles, jamais j'ai voulu dire à quelqu'un, crois ainsi, crois à ça, crois à cette parole. Non, non, je ne suis pas là pour vouloir dire aux gens quoi penser, quoi croire, prier ou insérer en elles ou en eux cette forme de spiritualité. Ce n'est pas à moi de dire aux autres, vous pensez de telle façon, moi je pense de telle façon et vous devez me croire parce que moi, non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Ma façon de le faire, c'est ces 12 épisodes qui prennent fin. C'est ces 12 épisodes qui viennent vous raconter et qui viennent raconter les gens en dessous des vidéos et qui m'ont écrit également en privé, dont une dame qui m'a écrit en privé me disant « Je t'ai parlé de mon fils à un moment donné et tu m'as dit « Il va vivre ». Elle m'a écrit, elle dit « Tu étais d'aplomb la façon que tu m'as écrit ». C'est comme d'habitude, c'est parce que j'ai reçu à ce moment-là un message. Et elle m'a dit « Mon cœur de maman a été dans la sérénité. Et c'est vrai ce que tu as dit. » Je ne dis pas ça pour être le bon gars, pour être supérieur à qui que ce soit. Je ne le suis pas. Nous sommes tous en mesure de recevoir des messages. De recevoir également, sensiblement, des personnes qui viendront même, simplement comme ça, nous apporter un message parfois simplement de paix, de ne pas nous en faire, même si tout va tout croche. Pourquoi tout va tout croche? C'est parce que on a recrucifié Jésus. On l'a recrucifié depuis plusieurs années, et ça c'est voulu, par la franc-maçonnerie, la politique, les médias qui appartiennent à la franc-maçonnerie et aux politiques. Et c'est pourquoi que il ne faut pas focusser sur ces psychopathes, sur ces gens qui croient à Satan. Qui croient à Satan en ridiculisant comme quoi que, oui, la religion catholique montrait Satan de telle façon, alors on rit, comme quoi qu'il n'existe pas. Et pourtant, si nous regardons autour de nous constamment, depuis quelques années, davantage depuis 5 ans, c'est comme un feu d'artifice. Toute la médiocrité humaine qu'on veut nous passer, pour vrai, comme équilibre. On a défait les familles. On a individualisé nos jeunes. On les a même robotisés avec les téléphones dits intelligents. Ils sont de plus en plus
dans le monde en dépression. Ça fait l'affaire de beaucoup de gens qui vendent des antidépresseurs. C'est connu, c'est connu. Et je pourrais en rajouter. Pourquoi? Parce qu'on a sorti Dieu. Qu'importe la forme, qu'importe le nom que vous lui donnez, on a sorti Dieu de la vie spirituelle des gens. Aux États-Unis, il y a un homme qui donnait une conférence. Et sur le bout de sa table, lorsqu'il y a eu une pause, il y avait un morceau de papier. C'était écrit comme quoi, comment se fait-il qu'il y a eu une tuerie aux États-Unis dans tel lycée, dans telle école? Où était Dieu? Le conférencier prend la note et lorsqu'il reprend, il dit, quelqu'un m'a posé une question, je ne veux pas savoir c'est qui. Il me pose la question que, oui, c'est vrai, il y a eu une tuerie, il y a 3 jours, dans telle école. Des élèves ont été assassinés, des professeurs. Et il demande où était Dieu à ce moment-là. Je ne puis lui répondre que on l'avait mis à la porte de l'école. Et depuis ce temps-là, voyez comment notre monde roule au niveau simplement économique. Et les êtres humains, les âmes, sont devenus des pions pour eux. Mais heureusement que nous sommes des millions, même je dirais des milliards, à croire à une vie meilleure, à un rééquilibre des énergies et de la qualité de la vie humaine. Ce n'est pas vrai qu'une poignée de personnes qui dirigent les peuples, qui dirigent la maçonnerie, la franc-maçonnerie, qui dirigent également le Vatican et toute autre forme de religion quelconque, nous le savons par qui c'est géré pour ridiculiser le tout. Je vous invite simplement à remettre une forme spirituelle en votre âme. Je ne vous dirai pas la forme, comment, non, vous allez la trouver à travers des livres, à travers vos écrits, à travers des chansons, à travers des reportages, des films, à travers des gens que vous croiserez. Qu'importe. L'important, c'est de s'apporter ce qui nous fait du bien. Et c'est pour ça que de plus en plus, les médias sont de moins en moins écoutés et même crus. Parce que nous savons qu'ils ne sont pas là pour nous et notre bien-être, comme les gouvernements et certaines compagnies multinationales. Maintenant que nous savons tout ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de prendre soin de soi, de son âme. Par la suite, prendre soin des gens qu'on aime et qui nous aiment. Déjà là, c'est un travail à plein temps, mais tellement enrichissant. Par la suite, si nous avons l'énergie et le nécessaire, nous pouvons aider notre prochain, comme j'essaie de faire depuis 7 ans à travers mes vidéos. J'espère que cette formule vous a plu et que, qui sait, l'avenir, si je présenterai de nouveaux épisodes, mais dans une autre forme. Je ne sais pas encore, selon ce que vous m'écrirez, selon ce que vous exprimerez à travers votre vécu, vos émotions, vos prises de conscience, vos méditations. Je souhaite à chacun et chacune de vous, sincèrement, que vous preniez possession de votre âme. Ne pas laisser les autres la posséder. C'est très important. Nous avons cette responsabilité individuelle de prendre soin de notre âme.
c'est très important. Parce qu'il n'y a que nous qui savons ce que nous avons besoin et ce que nous devons nous apporter. N'attendons plus après les autres. Même les gens autour de nous, des fois, nous avons des attentes. N'ayons plus de ces attentes et répondons nous-mêmes à nos besoins. Nous les connaissons. Parfois, c'est difficile d'y croire que nous avons ce besoin et c'est trop de travail. Mais si vous voulez être heureux, heureuse, dans votre corps terrestre, avec votre âme, et avoir cette jouissance que votre âme quitte votre corps sans aucune crainte lors de votre décès physique, eh bien, vous aurez travaillé déjà cette âme qui partira avec toutes ces connaissances, toutes ces expériences de vie que vous aurez compris et reçu des messages et adoucis pour les moments les moins joyeux. Merci beaucoup de partager mes vidéos. Merci à toute personne qui fera un don afin de m'encourager à poursuivre mon travail. Et je vous le dis avec mon cœur, que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Il y a même, je termine là-dessus parce que c'est trop mignon, il y a même un artiste très connu ici au Québec, Étienne Drapeau. Je lui ai écrit déjà et maintenant qu'il a mon adresse courriel, il m'envoie des trucs qu'il fait. Eh bien, il débute maintenant ses courriels en écrivant « J'espère que la vie est toute douce avec vous. » Voyez-vous, c'est juste génial, de pouvoir proposer une phrase, des mots, et que des gens s'en approprient et le partagent de nouveau en y croyant avec le cœur. Salut.